Salut à tous, aujourd'hui on va présenter un tutoriel sur le thème Framework Apache Struts Java réalisé par nous, Khadija Lihiaoui, Soumia Nouri. des étudiants en école supérieure de technologie à Sali. Ce tutoriel est encadré par Monsieur Mohamed Zanen. D'abord on va citer le plan qu'on va suivre dans cette vidéo. Premièrement, on va faire un rappel sur le composant Java pour le web, les servlets, GSP et l'architecture d'un site web. Deuxièmement, une présentation de struts. Troisièmement, la partie du développement. Et finalement, une petite conclusion. Alors maintenant, on va voir c'est quoi servlet et le cycle de vie de servlet et le principe de fonctionnement de servlet, l'échange d'informations et enfin la gestion d'une session. La servlette effectuait un traitement en réponse à une requête client sur un protocole HTTP. Les servlettes s'exécutent dans un serveur web. Elles publient un résultat sur le flux de réponse HTTP. Cela peut être des pages dynamiques générées en HTML ou en XML. Parmi les principes de servlet, permet d'avoir tous les droits d'un programme Java classique, puisque c'est du côté serveur qu'elle s'exécute. Il n'y a donc aucun problème de sécurité du côté client. Les packages dédiés au servlet sont les packages javax.servlet.etoile. Le servlet s'appuie désormais sur Tomcat, c'est-à-dire un projet du groupe Apache, pour fournir un moteur de servlet de référence. Auparavant, servlet s'appuyait sur le Java Server Web Development Case. L'API servlet ne fait pas partie de l'environnement J2SE. Donc, ces classes ne sont pas dans le JDK. Il faut utiliser l'environnement J2E. Le fonctionnement servlet, comme vous voyez dans le schéma, on a les éléments suivants. Client, web server, moteur de servlet, request, response, application Java. Alors, la requête d'un client est envoyée vers le serveur web, c'est-à-dire HTTP, qui la redirige vers le gestionnaire de servlet. Et le gestionnaire de servlet exécute la requête. Une servlet fonctionne comme un programme Java classique, c'est-à-dire qu'il peut communiquer avec d'autres applications au niveau du serveur. Après l'exécution, la réponse du serveur est renvoyée au client via le serveur web. Les moteurs de servlet peuvent être directement intégrés au serveur web ou ajoutés comme module par la suite. Parmi tous les serveurs supportant les servlets, on peut noter comme Tomcat, Raisin, Jira, BIA, WebLogic, WebLogic Server, IBM WebSphere et Oracle Application Server, etc. Ce schéma représente le cycle de vie d'une servlette. Alors le serveur charge la servlette et l'initialise. Il est possible de paramétrer le chargement pour qu'il ait lieu dès le démarrage du serveur ou bien à la première requête du premier utilisateur sur cette servlette. Les clients envoient des requêtes au serveur qui les transmettent à la servlette. Pour chaque requête HTTP, la servlette doit fournir une réponse qui sera retenue au client. Le serveur supprime la servlette. On a une remarque, dans la pratique, le changement ne serait fait qu'une fois et le déchargement une fois. C'est-à-dire lorsqu'on décide de couper le service. Cependant, il est possible de faire plusieurs réglages, par exemple charger et décharger la servlette à chaque requête, ou bien la décharger après un certain temps d'inactivité. Pour le schéma suivant, on présente l'affectation de la requête. Donc, le conteneur crée une instance de la servlette à la première invocation de celle-ci. Il initialise la servlette. C'est la méthode init. Lorsqu'il reçoit une requête associée à la servlette, elle appelle la méthode service. Avant de supprimer la servlette, elle appelle la méthode destroy. L'instance est détruite et sera éliminée par le GC. En réalité, le conteneur ne gère pas un thread par servlet, mais un pool de threads. Réponse HTTP, destroy, nettoyage. Donc maintenant, on va passer à la mise en œuvre. Le package javax.servlet
contient des interfaces et des classes pour l'écriture de servlets. Une servlette hérite de la classe HTTP servlet qu'elle-même implémente l'interface servlet. La servlette peut redéfinir des méthodes des HTTP servlet qui correspondent à des requêtes HTTP classiques, comme service, de gate, de post, etc. Pour qu'une classe soit une servlette, il suffit qu'elle implémente l'interface servlet. Cependant, l'utilisation classique et l'héritage de la classe HTTP servlet, qui est déjà définie dans le package javax.servlet.http, cette classe est une implémentation de l'interface servlet pour le protocole HTTP. Exemple. De méthodes de la classe HTTP servlet, on a la méthode de GET correspondant à la requête GET au protocole HTTP qui effectue une demande simple de documents au serveur. La méthode de POST correspondant à la requête POST du protocole HTTP qui correspondant au postage. D'un formulaire de saisie sur le serveur, il existe d'autres méthodes répondant à des services HTTP, comme de delete ou de page. Pour les méthodes de type de GET et de POST, reçoivent en paramètre deux objets. Un objet HTTP Servlet Request qui encapsule la requête du client, c'est-à-dire renseigné automatiquement par le moteur, et l'autre objet HTTP Servlet Response qui encapsule la réponse qui sera retenue au client, c'est-à-dire à renseigner dans le code de la servlette. Les méthodes de type de GET ou de POST sont appelées par le serveur en fonction de la requête du client. Le cours de la méthode effectue le traitement attendu sur les données utilisateurs et renvoie la réponse. Il peut être redéfini par l'utilisateur. Voilà un exemple d'un servlet. Le résultat de l'appel à cette servlette par une requête HTTP affiche une page HTML simple, ayant pour titre exemple simple de document généré par une servlette et pour cours cette page provient d'une servlette. On a une remarque, l'écriture des liens vers la servlette lors de l'appel de la servlette, on va produire du HTML dans le flux de sortie. C'est la réponse. Généralement, ce HTML va contenir des liens vers cette même servlette. Exemple de lien de retour. On peut utiliser des informations accessibles depuis la servlette pour construire dynamiquement ces liens. Pour le partage des données des servlettes, chaque servlette n'est instanciée qu'une seule fois. Il y a donc persistance des données entre deux appels de la servlette. La valeur d'un attribut de la classe dérivant HTTP servlet dépend des autres invocations multithread. C'est-à-dire, il ne faut pas utiliser les attributs pour stocker des informations. Si un utilisateur 1 fait une requête sur cette servlette, elle affichera 1. Si un utilisateur 2 fait une requête sur cette servlette, elle affichera 2. Si l'utilisateur 1 refait une requête sur cette servlette, elle affichera 3. En réalité, ce résultat apparaîtra si les appels sur la servlette sont bien séquenciés. Le problème, c'est que ces appels peuvent être effectués en parallèle dans des threads différents et le comportement de la variable compte non synchronisé peut être perturbé par ces actions multithread. Il est donc fortement déconseillé de faire persister des informations dans les attributs d'une servlette, car cela nécessite de mettre en œuvre un mécanisme de synchronisation des appels, ce qui remet en cause l'intérêt des servlettes. Trois objets peuvent servir d'intermédiaire pour échanger des informations entre composants web. C'est la requête, la session, l'application. Ils se comportent comme des hash tables et disposent des méthodes. Des méthodes comme le setAttribute et getAttribute. Pour l'objet requête est un objet de la classe HTTP Server Request. La délégation de traitement est un mécanisme qui permet à une servlette de demander à une deuxième servlette de réaliser la suite du traitement et de produire le résultat. La requête existe jusqu'à ce qu'une réponse soit envoyée au client.
ainsi qu'elle est généralement transmise lors la délégation du traitement forward ou include. On peut alors l'utiliser pour y passer temporairement certaines valeurs intéressantes pour la génération de la réponse, comme vous voyez dans cet exemple. Pour l'autre objet d'échange d'informations, c'est l'application. L'application est un objet de la classe ServletContext récupéré à partir de la servlet. Elle est partagée entre tous les objets web et tous les clients d'une même application web. On est placé les objets servants pour toute l'application. La session peut être récupérée à partir de la requête. La session est liée à un client. Elle existe tant qu'elle n'a pas été détruite volontairement ou par un timeout. On est placé les objets servant durant toute la connexion du client. On a une remarque. Un gestionnaire de servlet fonctionne avec un serveur HTTP. Or, le protocole HTTP ne connaît pas directement la notion de session client, c'est-à-dire protocole non connecté. Pour identifier chaque session au niveau du gestionnaire de servlet, il est donc indispensable d'utiliser soit les cookies, soit un identifiant dans la session codée dans les URL. L'implémentation par défaut repose sur le principe des cookies. L'encodage du URL nécessite des modifications dans le code Java. L'objet session est un objet de la classe HTTP session. Attention à ne pas stocker des objets trop gros dans les sessions. Cela peut influer sur les performances. Pour la gestion des sessions, permettre le stockage de l'information au niveau du client, l'utilisation de la classe javax.servlet.http.cookie. Comme on va voir, ce code de source représente la création et la récupération. Pour la création, on va faire cookie, mon cookie égale à new cookie, par exemple le nom et la valeur. Et on va appeler les méthodes réponse.addCookie, mon cookie. Pour la récupération, on va faire un tableau cookie, mes cookies égale à request.getCookie. Les cookies sont couramment utilisés pour pister un client, savoir d'où il vient, quand il vient. Attention, l'utilisateur peut interdire leur dépôt dans son navigateur. Quand on utilise l'URL rewriting, on appelle des méthodes qui incluent le session ID dans l'URL. Il faut appeler ces méthodes à chaque envoi de réponse de la servlette pour l'écriture de tous les liens. Soit une servlette catalogue servlet qui retourne 2 liens pour chaque livre à l'utilisateur. Ces 2 liens doivent être réécrits. Quand l'utilisateur clique sur un lien réécrit, le servlet reconnaît le session ID. Ensuite, la méthode getSession utilise ce session ID pour récupérer l'objet HTTP session de l'utilisateur. Si l'utilisateur clique sur un lien non réécrit, alors la session est perdue. La servlette contactée par ce lien non réécrit va créer une nouvelle session, mais cette nouvelle session ne contiendra pas les informations contenues de la session perdue. Lorsqu'une session est perdue par une servlette, elle est perdue par toutes les servlettes qu'elle a partagées. Pour déléguer des traitements, possibilité de rédiger la requête HTTP sur une autre URL et la possibilité de déléguer une partie de la réponse à une autre ressource. On va faire la méthode include par l'inclusion et la méthode forward pour la délégation par délégation complète. On a réponse.send redirect location. Le send redirect impose au client de reposter la requête HTTP sur une autre URL. Cette URL peut être relative à la racine du conteneur, si il commence par / ou relatif à l'URL de la servlette courante. L'URL passée en paramètre est exprimée sous la forme d'une chaîne de caractères. Il est dans ce cas impossible de stocker des valeurs dans la requête HTTP car l'objet qui la représente n'est pas réutilisé. L'appel à include,
la méthode include permet d'inclure le contenu d'une ressource statique ou générée par servlet JSP aux pages HTML. De la réponse mail, la servlette d'origine conserve la main et gère la production de la réponse complète. L'appel de la méthode afraid permet de transmettre les objets de requête et de réponse à une autre ressource, comme servlet JSP ou HTML, qui prendront en main la gestion de la réponse. Ceci reste cependant transparent pour l'utilisateur qui ne voit que l'URL de la servlette entrée. Donc, dans ce nouveau chapitre, on va voir les Java Services pages GSP. Nous allons présenter l'architecture des GSP, comprendre les syntaxes de GSP, développer un exemple GSP. Présentation des GSP. Génération de pages dynamiques orientées sur une logique de présentation. Ce sont des scripts interprétés côté serveur contenant du code Java. Insérons de la logique de traitement dans ces pages de présentation XML, HTML. Concurrence en technologie ASP et PHP. Les GSP sont basés sur une logique de présentation. Une page GSP est une page écrite dans le langage cible HTML, XML ou d'autres dérivés du XML et qui intègre quelques appels à du code Java. Ce code Java est exécuté sur le serveur et le résultat des appels vient compléter la construction de la page. Avec le GSP, donc voilà, on a des balises en HTML, body. Aussi on a id, class. On a aussi une fonction de java.setValues et une autre fonction getValue. Les pages GSP sont exécutées par un moteur de GSP complet au serveur web. Elles accèdent à du code Java qui se charge de la logique et de l'accès aux données. La requête d'un client est fonctionnée vers le serveur web HTTP qui fonctionne en étroite collaboration avec le moteur de GSP. La page GSP est compilée et le code qui se trouve est interprété en fil de la page. La page GSP peut par exemple manipuler des lignes. C'est le cas dans l'exemple présenté ci-dessus. Les objets manipulés se trouvent sur le serveur et peuvent donc dialoguer avec d'autres objets de la même manière qu'un programme Java classique. Après exécution, la réponse du serveur est renvoyée au client via le serveur web. Donc, parmi les moteurs de GSP les plus performants, on peut noter celui du serveur d'application Orion, aussi le serveur Event, Tonka est le moteur de GSP déclaré comme une implémentation de référence. Donc, pour la compilation des GSP modèles d'exécution, on peut dire que chaque page GSP est convertie en servlet. Lorsque la page GSP a déjà été compilée et exécutée une fois, la servlet reste en mémoire. Elle est directement exécutée. L'un des avantages de cette technologie est de pouvoir redéployer à chaud des pages GSP sur un serveur web. Lors d'un appel à une page, le moteur de GSP vérifie la date de dernière modification de cette page. Si celle-ci est plus récente que sa version compilée, la page GSP est alors compilée avant d'être exécutée. Donc, passons à l'étaxe GSP. L'écriture de page GSP se base sur l'utilisation de balises tags prédéfinies. Il existe deux formats pour les tags GSP, Shorthand et XML. Dans le Shorthand, on a directive, déclaration, expression et secret. Et pour
XML, on a les actions. Donc, l'écriture des pages GSP repose sur l'utilisation de tags prédéfinis dans le standard. Le concept GSP repose également sur une APL ouverte permettant de définir des tags spécifiques créés en besoin par le développeur, c'est les tags library. Donc, les expressions dans les tags GSP permettent d'intégrer des valeurs directement dans le code HTML, utilisé pour afficher une chaîne de caractères, typiquement une valeur de routeur. Par exemple, on a la balise P, dans laquelle on a le prix de l'article avec la fonction de Java getPrice. Donc, toute variable utilisée dans une expression est automatiquement transformée en chaîne de caractères et intégrée dans le flux HTML produit. L'équivalent de l'exemple écrit dans une servlette serait l'équivalent à l'utilisation de la fonction de Java out.println dans la méthode service d'une servlette. On a aussi les scriptlets qui permettent d'insérer le code Java. Elles ont accès aux variables et aux composants déclarés dans la page. Par exemple, on a dans la balise P une test felse, ftrue, ce texte est affiché, et celui-ci n'est jamais pris en compte. Donc, l'équivalent de l'exemple écrit dans une servlette serait l'équivalent à du code simple dans la méthode service d'une servlette. Les directives GSP permettent de configurer la GSP sans se placer au début de fichier. Par exemple, l'inclusion statique de fichier, on met inclus file égale à headers/copyright.html. Aussi pour l'import de classe, on met page import égale à java utile. L'inclusion est très pratique dans un aspect de modularité et réutilisabilité. Donc, en effet, elle est ainsi possible de définir sans forme de composants indépendants, des pages pratiques HTML, des fonctions JavaScript ou même d'autres pages GSP et d'inclure ces composants dans une page GSP. Mais attention, la directive inclus permet de faire l'inclusion statique du fichier dans un fichier composite principal. Le fichier GSP principal est compilé en une servlette avec l'intégration des éléments inclus. Donc ces éléments ne sont pas compilés en servlette. Si ces éléments sont modifiés, le serveur ne le détecte pas forcément et ne compile donc pas la page GSP principale au servlet. Donc, l'équivalent de l'exemple d'import écrit dans une servlette serait l'équivalent à l'écriture des imports des packages et des classes au début de code de la servlette. Donc, ici, on a une liste des directives. Page langage égale à Java indique le langage utilisé dans les scriptlets. Dans GSP, le seul langage utilisé est Java. Extend égale à package.class indique le nom complet de la classe mère Java dont hérite la page qui sera compilée à partir de cette page GSP. Import égale à java.class or package indique la liste de packages à importer séparés par des virgules. Session égale à true or false indique si oui ou non le client doit avoir une session HTTP pour utiliser la page GSP. Écrit une session si nécessaire. Buffer égale à non or 8 kilobytes or 16 kilobytes qui précise la taille de buffer en kilobytes utilisé par l'objet out pour mettre en tampon le flux de sortie envoyé par la page GSP. Autoflash égale à true or false
indique si oui ou non le flux de sortie bufferisé doit être automatiquement diversé lorsque le tampon est plein. Is tree safe égale à true or false indique si oui ou non la gestion des treats est implémentée dans la page GSP. Si le moteur de GSP peut envoyer plusieurs requêtes à la même page GSP simultanément, info égale à texte, c'est une chaîne caractère qui est incorporée dans la page GSP. Error page égale à relatif URL, c'est le path vers une page GSP d'erreur vers lequel sont envoyées les exceptions. As error page égale à true or false indique si oui ou non la page GSP est une page d'erreur. Si la valeur est true, on peut utiliser l'objet exception. Compte type égale à min type, char set égale à char caractère set, en texte /html, char set égale à ISO. Le type mime est le caractère encoding utilisé par la page GSP pour la réponse envoyée au client. Donc, passons donc à les actions qui ont effectué une tâche prédéfinie. Aucun codage en Java n'est nécessaire. Elle se caractérise par une balise standard XML spécifique, user bin, sets propriété or gets propriété, include, forward. Les actions sont des simplifications d'écriture pour la manipulation de composants en Java Bean ou pour les interactions avec d'autres pages GSP ou avec des servlets. Utilisation de beans. User beans, instancier un bean sur le serveur. Get propriété, récupérer la propriétaire d'un beans. Sys propriété, mettre à jour la propriétaire d'un beans. Et c'est utilisé pour le formulaire. Donc, user beans permet de récupérer un beans enregistré dans le scope. S'il n'existe pas, il est alors créé avec le constructeur par défaut. Dans une action, cette propriété, le champ value peut être renseigné soit par une variable, soit par une expression GSP. Et pour les formulaires, l'action GSP, cette propriété name égale à user propriété égale à étoile, va appeler par intersection les acteurs correspondant à tous les paramètres du formulaire. Donc, passons donc à les actions qui ont effectué une tâche prédéfinie. Aucun codage en Java n'est nécessaire. Elle se caractérise par une balise standard XML spécifique, user bin, sets propriété or gets propriété, include, forward. Les actions sont des simplifications d'écriture pour la manipulation de composants en Java Bean ou pour les interactions avec d'autres pages GSP ou avec des servlets. Donc, dans notre schéma, on a GSP affichage de poste de formulaire, requête post, GSP traitement de formulaire. Donc, en fonction de résultat, on va passer GSP affichage de résultat ou GSP affichage de passe d'erreur. La définition d'un serveur web se compose de plusieurs éléments. Une entité de saisie, c'est un formulaire HTML généré par une page GSP. Une entité de traitement, ce formulaire, c'est une page GSP qui récupère les paramètres de la requête POST, instanter les objets métiers nécessaires et réaliser les traitements nécessaires. Elle rédige forward, la présentation du résultat vers une page GSP adaptée. Ensuite,
entité de réponse. C'est une page HTML générée dynamiquement en fonction de résultats de traitement. 2 pages de réponse sont programmées, une pour les cas standards et une pour les cas d'erreur. Donc voilà un exemple complet avec JavaBean. Package comprend example, public class OurBean, private string value, public void set value string s, value égale à s, donc public string get value, return value. Cet exemple là, il est comme le premier exemple, mais avec le GSP. Donc voilà, on a des balises en HTML, body. Aussi on a id, class. On a aussi une fonction de java.setValues et une autre fonction getValue. Passons donc à différents modèles d'architecture technique. Donc on a l'architecture deuxième tiers, l'architecture troisième tiers et l'architecture énième tiers. Donc à l'architecture deuxième tiers, les architectures distribuées deuxième tiers, on a client, unité de communication, serveur. Donc le client gère uniquement la couche présentation, le serveur réalise l'ensemble des applications, et la couche de la présentation est très succincte. Les performances de serveur s'écroulent en déjà de quelques utilisations. Donc unité de communication. Sur la couche de communication, c'est pour utiliser la puissance des PC. Les traitements applicatifs sont déportés sur ceci. Le serveur gère les accès à la base de données selon les requêtes des clients. Le déploiement et la mise à jour logicielle sont particulièrement complexes puisque la partie applicative doit être installée sur chaque poste. Donc les clients peuvent alors utiliser une version applicative différente des autres. Le trafic réseau est important car chaque poste client doit envoyer des requêtes de connexion et d'accès en données. Donc absence de standard, d'emploi de Go est difficile, trafic réseau important et difficulté d'administration. Donc l'architecture de troisième tiers, donc distribuée de clients, serveurs, agences, unités de communication. L'architecture est composée d'un niveau client gérant la présentation, d'un niveau agent ou serveur d'applicatifs prenant en compte les applications et les projets métiers, d'un niveau contenant les serveurs de base de données. Donc les postes clients sont provus. Le navigateur web utilisant les appels ou des contrôles actifs. Donc le déploiement et la mise à jour logicielle sont faciles d'une application. Donc l'agence a pour rôle de fournir des services de routage et de requêtes, fournir des services de sécurité, filtrer des requêtes, fournir des services de collecte de données, fournir des services de répartition de charges, fournir des services transactionnels, tolérance ou pas. Donc les trois niveaux sont standards. La logique métière se déplacer sur le serveur, ce qui permettra un meilleur contrôle de sa division. Les montées en charge sont mieux gérées puisqu'il est possible d'ajouter des machines serveurs. L'administration de systèmes distribués et centralisés. Et voilà notre dernière architecture multiniveau. Composée de trois logiques.
logique de présentation, logique applicative et logique d'accès aux données. Donc, l'architecture multiniveau est une généralisation de l'architecture troisième tiers partie d'un module de composants. Donc, les liens entre les composants sont rendus possibles par l'expérience d'un bus logiciel. Multiniveau favorise l'intégration d'un système troisième tiers dans l'extence, permet la réécriture d'un système par étape en conservant l'extence. Comment organiser les entités en charge de la gestion de l'interaction entre l'utilisateur et le système? Le framework Struts permet de réaliser une application web basée sur MVC2 et GSP, Servlet ou XML XSLT. Principale implémentation du MVC2, il en existe des alternatives. Struts n'est pas destiné aux applications web très simples. Struts introduit un niveau de complexité et de mise en route trop important. Vu qu'une application prend de l'importance, Struts peut rapidement simplifier les choses. Struts est distribué sous licence ASF et peut donc être utilisé dans des applications commerciales dans le respect de ce qui est inscrit dans cette licence. Le modèle MVC, c'est l'abréviation de Model View Controller, lié à l'origine des langages à objets, séparation de couches verticales. Les objets métiers, c'est le modèle, et les objets RHM. Objets chargés de l'acquisition d'informations en provenance de l'utilisateur, c'est le contrôleur. L'objet chargé de la restitution d'informations vers l'utilisateur, c'est le view. De fait, dû le début des années 80, Smalltalk appuyait son organisation RHM sur ce modèle. Depuis lors, le modèle s'est largement répandu et est désormais reconnu et reconnu comme un modèle de conception, un design pattern. L'intérêt principal est d'obtenir une meilleure structuration de votre code. Il en découle donc une meilleure flexibilité, ainsi qu'une évolutivité accrue. Il me semble indéniable que ce sont des caractéristiques fondamentales que nous sommes en droit d'attendre d'une application web d'entreprise. Dans son modèle, la dynamique implicative et de la responsabilité des trois composants. Numéro 1. L'utilisateur manipule l'interface home-machine. Un événement est récupéré par le contrôleur. Numéro 2. Le contrôleur effectue l'action demandée par l'utilisateur en appelant les méthodes nécessaires sur le modèle. Numéro 3. Le contrôleur informe la vue d'un changement d'état du modèle. Le numéro 4. La vue interroge le modèle afin de connaître son état. Le numéro 5. L'utilisateur voit le résultat de son action. Le modèle MVC fournit un support à la structuration et à l'organisation de l'interaction home-machine. Il modularise la couche RHM et en réduit ainsi la complexité. Elle importe par ailleurs à cette couche RHM les propriétés de maintainabilité et de réutilisabilité que l'on est en droit d'attendre des organisations à objets bien structurés. Dans MVC2, la servlette est unique. Les contrôleurs MVC se retrouvent alors partiellement déportés dans l'entité dynamique de l'application. Assure le contrôleur de la dynamique de l'application, ainsi que gère les relations entre les objets métiers et la présentation. Les contrôleurs devient essentiellement du contrôleur du dialogue entre l'utilisateur et les objets métiers. Il existe un grand nombre de frameworks basés sur une architecture MVC ou MVC2. Citons à titre d'exemple le framework Bracoda, WebWork, Cocon, etc. Maintenant, on va voir le modèle MVC2. Le numéro 1, le client envoie une requête à l'application. La requête est prise en charge de la servlette d'entrée. Le numéro 2, la servlette d'entrée analyse la requête et réoriente
celle-ci vers un contrôleur adapté. Le numéro 3, le contrôleur sélectionné par la servlette d'entrée est responsable de l'exécution des traitements nécessaires à la satisfaction de la requête et sollicite les objets métiers lorsqu'on nécessaire. Pour le numéro 4, les objets métiers fournissent des données du contrôleur. Et pour le numéro 5, le contrôleur a encapsulé les données métiers dans des Java Beans sélection. La GSP qui sera en charge de la construction de la réponse et lui transmettre les Java Beans contenant les données métiers. Pour le numéro 6, la GSP construit la réponse en faisant appel au Java Beans qui lui en était transmis et l'envoie au navigateur. Numéro 7, lorsque nécessaire pour le traitement d'erreurs, essentiellement, la servlette d'entrée traite la requête directement, sélectionne la GSP de sortie et lui transmet par Java Beans des informations dont elle a besoin. Struts, un contrôleur facilement configurable, c'est-à-dire permettant d'associer des actions, méthodes d'un objet Java à des requêtes HTTP. Elle a des librairies de tags spécifiques pour créer facilement une vue. Ainsi qu'elle a un digester qui permet de parser un fichier XML et d'en récupérer facilement les informations voulues. Struts supporte de l'internationalisation et la gestion des ressources de données. Pour le fonctionnement de Struts, un identifiant fait office de commande et indique le traitement à exécuter. Une table de correspondants permet de faire le lien entre commande et traitement à exécuter. La commande est déterminée par une partie de l'URL transmise au servlet contrôleur. Action servlet. Les traitements sont encapsulés dans les classes actions. La correspondance entre la commande et l'action à exécuter est déclarée au sein du fichier de configuration struts, association URL venant de la classe action. Automatisation des relations entre action et GSP par le biais des actions for. Java Beans renseignées automatiquement à partir des paramètres des requêtes transmises au servlet contrôleur, transmises telles quelles aux actions. Le point d'entrée c'est action servlet. Toutes les actions struts passent par cette classe. C'est action servlet. On a voilà un exemple de code de cette classe. Pour les classes actions, héritent de la classe org.apache.struts.action.action. L'extension du contrôleur permet de traiter le modèle en réponse à une requête. L'implémentation de la méthode avec la méthode execute. Voilà l'exemple de ce code. Public action forward execute. Action mapping, action form, HTTP server request, HTTP servlet response. Pour le mapping des actions, on a le fichier struts config.xml qui permet de déterminer, qui traite l'action et la navigation. Les classes à action form faisant la liaison entre les vies et les contrôleurs qui héritent de org.apache.struts.action.actionform et possède des accesseurs mutateurs sur les paramètres du formulaire. Ils permettent d'implémenter par la méthode validate. La méthode validate permet d'automatiser la validation du formulaire côté serveur. Voilà l'exemple de formulaire à une entrée. Les DIN action form définition via le fichier de configuration ne nécessite pas de classe d'implémentation à associer au validateur pour les contrôleurs de validité. La vie est constituée des pages GSP. Struts propose des librairies de tags, taglib, HTML pour créer du HTML, des formulaires, des liens, Bean pour accéder aux classes, Logic pour faire des tests, des boucles, Tiles pour créer des pages à base de composants réutilisables,
comme header, footer, nested pour utiliser les autres taglibs dans des contextes imbriqués. La distribution de la cinétique d'une application Struts, on a le numéro 1, la lecture du fichier struts config.xml au démarrage, le numéro 2, création du mapping, 3, requête de l'utilisateur, 4, analyse du path pour déterminer l'action et les forwards, 5, création, réutilisation du form beans associé, le 6, si soumission du formulaire mise à jour du form beans à partir des paramètres de la requête. 7, passage de contrôle à l'action concernée. Le 8, c'est récupération des données à afficher. C'est la mise à jour des beans de la requête et scission, etc. Aux sauvegardes via des règles métiers. Le numéro 9, retour du forward approprié. Le 10, appel de la page appropriée. Le 11, traitement des taglibs. C'est éléments de formulaire remplis à partir des beans et internalisation. Le numéro 12, envoi du résultat HTML au browser. Maintenant, on va voir la configuration de Struts sur MyEclipse. Alors, on va commencer par la création d'un nouveau projet de type Web Projet. Alors, on va le nommer par exemple par Struts Project. On va assurer à la générique web.xml. Voilà. Next. C'est bon. Finish. Ensuite, la première chose à faire avant de commencer à travailler un projet avec Struts, c'est ajouter les bibliothèques. Alors, on va aller à MyEclipse. MyEclipse, ici. Ensuite, Project Fastest. Voilà, on a deux versions de Struts, version 1 et version 2. On va choisir la version 1. Là, on a la possibilité de choisir des différentes versions de la version 1. OK, next. Là, c'est le nom de l'action Serflex. Action. Donc, on a choisi le pattern .dot et next. Donc, voilà les bibliothèques de Struts dans notre projet. Et finish. Alors, voilà simplement la configuration de Struts dans MyEclipse. Voilà les librairies de Struts dans notre version. Version 1.3.8. Donc ici, les bibliothèques de Struts. On a aussi notre fichier de configuration et le web.xml. Donc on va démarrer notre projet. Il va savoir ce qu'il s'agit d'un projet de travail avec Struts. Donc ça va prendre quelques minutes pour le démarrer. Donc voilà, notre projet va être démarré. Passons à la fichier web.xml. On a ici les valises qui s'ajoutent par le Struts. Valise Serflex, Serflex Name, Serflex Class. On a le nom action. Aussi on a Serflex Mapping. Le pattern c'est .do. Et le nom c'est l'action. OK. Passons maintenant à la fichier de configuration struts.xml.
Alors voilà, bien sûr, sur cette palette, on doit cliquer par exemple sur la création d'un GCP. On glisse maintenant. On doit entrer le nom de notre page GSP. Je dois le nommer User Login, Success. Le temporaire c'est, je laisse comme cela et Finish. Et voilà notre page User Login Success. Donc, il suffit de faire un double clic sur cette interface pour accéder à notre page GSF. Donc, voilà. On doit changer le contenu de notre page. Donc, on doit changer cette phrase-là par 7. Donc, on va supprimer le commentaire ici, comme ça. Et de l'autre côté. Donc, voilà, on enregistre. On a aussi le username, le request. Ensuite, on doit créer un formulaire. Clic droite, New Form Action and GSF. Donc, on va le nommer User Login. Comme ça. Et puis, on doit ajouter les propriétaires de formulaire. Clique sur Added. Bon, la première, c'est Username. De type texte. Donc, ça marche. Added. La deuxième, c'est le mot de passe. Je le nommais par password. Donc, de type password et added. Donc, c'est bon. Close. Ensuite, on va glisser sur créer GSP form. Notre passe c'est userlogin.gsp. Voilà notre méthode. Next. Et si on a les attributs, source, scope, on doit ajouter les forward. Added. Donc on a le le chemin par failure. Et le path, on va faire /user-login.gsp. Donc, en cas de l'échec de l'authentification, on va rester dans la même page. Et added. Bon. On doit ajouter aussi le chemin success. Donc, le cas de réussite de l'authentification, on va aller à la page user login success.gsp. Success.gsp. Donc, added. Donc, c'est bon. Close ça. Pas besoin. Donc, on a l'exception ici. Les méthodes. OK. Paramètres. Donc, tout va marcher bien.
form. Le forward. Ok, bien, finish. Donc, vas-y. Donc, voilà notre schéma de notre site. User login, formulaire. User login success.jsp. User login.jsp. Inputs. Donc, on va aller à notre formulaire. User login. Voilà. Avec ses attributs. Donc, on a une erreur dans notre schéma. On va prendre ce chemin ici. On va supprimer le username success.jsp avec le chemin user login success parce qu'on n'a pas besoin. Notre chemin c'est /login success. Donc c'est bon. On va maintenant modifier le user login action. Donc elle est déjà créée ici. Et notre formulaire c'est ici. Donc parce que nous avons, si vous vous le rappelez, déjà on a créé un formulaire action et GSP avec le new. Comme ça. Donc voilà notre user login action. Donc on a cliqué ici et on va créer un test pour vérifier si notre username égale à MySQL et si notre password aussi égale à MySQL. Donc si oui, on va diriger sur le chemin success, sinon on va se diriger vers le chemin failure. Rappelons que le chemin success se dirige sur la page user login success et le chemin failure se dirige nous permettre de rester dans la même page user login. Bon, c'est la même page de notre formulaire. Alors c'est bon. Bien, on enregistre. Bon, espérons qu'on n'a pas commis des erreurs ou des fautes par hasard. Et on va l'exécuter. Bon, comme ça, on va... Donc, ok. Ça va prendre quelques minutes pour le démarrer. Vas-y. Alors, alors c'est bon. On va entrer le chemin user login.jsp. C'est le chemin de notre formulaire.
Donc voilà. Donc entrez le username, password, quelqu'un. Donc normalement on doit rester dans la même page. Donc c'est bien. Maintenant on va entrer My Eclipse, copier et le don password coller. Donc attention, on a une erreur. Donc on a oublié quelque chose. Ça doit être sur mon chemin. Donc on va aller dans notre formulaire. Donc ici notre formulaire user login. Donc voilà. Bon, ici l'action c'est avec .gsp. Enregistrer. Bon. Et aussi on a une autre erreur. Success, user login. Oui, ici. Success, c'est avec. Il faut avoir ajouté un E. Donc c'est bon. Alors on va le démarrer notre projet une autre fois. C'est bon. Ça va marcher. Donc vas-y. Voilà. Userlogin.gsp. GSP, pardon. Username myeclipse. myeclipse. Password myeclipse. Et entrée. Alors, ça marche bien et voilà, on a pu accéder à notre page. Donc, ça marche. Donc, ce projet est un petit exemple avec le Structs. Alors pour conclure, on va dire que Framework Open Source Apache, gratuit, évolutif et adaptable, ainsi qu'il respecte la séparation entre présentation GSP et contrôle du dialogue de l'action. Il est excellent autant que possible que dans les GSPs. Il a un pool de connexion intégré, ainsi que il a une flexibilité grâce à la configuration à base de fichiers XML. Espérons ce tutoriel va vous plaire et merci.